Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je cède le passage au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Je passe juste après son passage, peu importe la signalisation. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive sur une intersection, à une traversée de tramway, comme l'indique le panneau d'indication. Et on a un feu qui clignote au rouge. Donc le feu qui clignote au rouge signifie un arrêt absolu. Donc ici, le tramway a donc la priorité. Est-ce que je passe juste après son passage, peu importe la signalisation? Non. On attend que le feu passe au vert, enfin qu'il arrête de clignoter au rouge plutôt. Lorsqu'il arrête de clignoter, alors là tu peux passer. Pourquoi? En général, si un tramway passe dans un sens, ça veut dire que il y a une grande probabilité qu'il y ait un autre tramway qui passe dans l'autre sens. Donc, on reste à l'arrêt jusqu'à ce que la signalisation arrête de clignoter. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 2. Ce panneau indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau, on appelle ça un panneau B58, donc qui est effectivement, qui indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, on va voir deux choses déjà. Donc, c'est quoi une période hivernale et c'est quoi les équipements obligatoires? Alors, la période hivernale, elle est fixée par décret, hein, c'est entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc, entre le 1er novembre et le 31 mars, si vous voyez ce panneau, eh ben, il faut obligatoirement que vous ayez des équipements pour la période hivernale. Alors, c'est quoi ces équipements pour la période hivernale? Ce sont des dispositifs antidérapants. Ah oui, mais c'est quoi des dispositifs antidérapants? Alors, il y en a plusieurs. Vous avez les chaînes métalliques. Alors, à savoir que les chaînes métalliques, il est obligatoire d'en avoir au moins 2 sur les 2 roues motrices. Hein. Donc, vous pouvez aussi également mettre des chaussettes, c'est un peu plus facile à disposer. Ou alors avoir des pneus hiver. Alors, c'est quoi des pneus hiver? Les pneus hiver, c'est des pneus avec le marquage 3PMSF. Donc ça veut dire Three-Peak Mountain Snowflake. Et donc ça, les pneus hiver, il faut en avoir sur toutes les roues. Alors, vous allez voir, sur la roue, il y aura soit marqué 3P MSF, soit il y aura une montagne à 3 pics avec un flocon de neige dessus. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ce panneau indique bien une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Question numéro 3. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h. Alors, ce panneau est un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses. La première est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La deuxième chose est qu'il est interdit de klaxonner. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Ce camion transporte des matières. Réponse A, dangereuses. Réponse B, agricole. Alors, effectivement, ce camion transporte des matières dangereuses. Regarde, ici, on a un petit panneau rectangulaire orange. Alors, ce panneau, c'est ce qu'on appelle une plaque code de danger. Donc, la partie haute représente le code du danger et la partie basse représente le code matière. Donc, quand on parle de code de danger, c'est-à-dire c'est le danger encouru. Par exemple, matériaux explosifs, gaz dangereux. Et en dessous, ce qu'on appelle le code matière. Ça va être la matière correspondante. Par exemple, du chlore. Par exemple, du butane. Par exemple, de l'essence. Alors, juste à côté, si tu regardes bien, il y a un panneau losange. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une plaque symbole de danger. En fait, c'est une plaque qui va représenter le danger encouru. Alors, il y a à peu près 9 classes de danger. Par exemple, la classe 1, où il y a marqué 1, ça va être les matières explosives. La classe 2, ça va être les gaz. La classe 3, ça va être les liquides inflammables. Et regarde, nous, sur notre camion, c'est un losange de classe 9. Alors, les losanges de classe 9, ça représente les matières et les objets dangereux. Et juste à côté, tu as aussi un autre losange qui, lui, vient préciser, en fait, la classe en disant que ces produits représentent un danger pour l'environnement. Alors, autre chose bonne à savoir, il faut savoir que ces camions qui transportent des matières dangereuses, alors, doivent apposer la plaque code de danger à l'avant et à l'arrière du véhicule. Quant à la plaque symbole de danger, elle doit être apposée à l'arrière du véhicule et sur le flanc du véhicule. Bien sûr, leur nombre dépendra de la longueur du camion. Donc ici, pour répondre à la question, effectivement, ce camion transporte des matières dangereuses. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Ce bouchon est celui du réservoir. Réponse A, du liquide de refroidissement. Réponse B, d'huile. Réponse C,
du liquide de frein. Réponse D, du liquide lave-glace. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le bouchon du réservoir du liquide lave-glace. Alors comment on le reconnaît, comment on le différencie par rapport aux autres bouchons? Bah, lorsque vous ouvrez le capot, vous allez voir que vous allez avoir accès à 4 réservoirs. Alors, ce qu'on vient de voir, donc le réservoir du liquide lave-glace, avec en général un bouchon bleu et des lave-glaces, avec un petit pictogramme de lave-glace dessus. Ensuite, vous avez le bouchon du liquide de refroidissement qui est en général est noir, avec un pictogramme dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que ce pictogramme que tu vois dessus, ça correspond au voyant qu'il y a sur ton tableau de bord. Et ça, c'est quoi comme voyant? C'est le voyant qui indique que tu as un problème de refroidissement dans le véhicule. Ensuite, tu as le bouchon du liquide de frein. Le bouchon du liquide de frein, il est ici. En général, il est noir avec des pictogrammes jaunes. Et regardez ce qu'il y a comme pictogramme. Ce pictogramme, c'est quoi? C'est le voyant qui s'allume dans ton tableau de bord quand tu as un problème de liquide de frein, justement. Avec un point d'exclamation à l'intérieur pour dire qu'il y a un problème, tout simplement. Et enfin, tu as ici le bouchon du réservoir d'huile, d'accord? Et regarde le pictogramme qu'il y a dessus, c'est le voyant qui s'allume sur ton tableau de bord lorsque tu as un problème d'huile moteur. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît quel bouchon appartient à quel liquide et quel réservoir. Donc ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 7. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Ce conducteur A encourt une amende s'il ouvre sa portière de manière dangereuse. B peut ouvrir sa portière immédiatement. C doit attendre que la voiture blanche passe avant d'ouvrir sa portière. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le code de la route donc, prévoit une amende de première classe, soit 11 € pour une ouverture intempestive, donc dangereuse, de la portière sur la chaussée. Donc ici, je dois attendre bien sûr que la voiture blanche passe avant d'ouvrir la portière. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 9. Je demande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, je demande à mes passagers d'ouvrir la porte
afin de vérifier l'angle mort pour savoir s'il n'y a pas un autre véhicule. Et je leur demande exactement la même chose, côté trottoir également, savoir s'il n'y a pas un usager vulnérable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. La consommation d'alcool diminue la capacité à voir la couleur rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, attention à cette question, car elle tombe très souvent à l'examen officiel du code de la route. Alors effectivement, la consommation d'alcool va diminuer la capacité à voir la couleur rouge. Alors, ça a une importance. C'est quand même une question qui est pertinente. C'est-à-dire que, étant donné que énormément de signalisations sont de couleur rouge, notamment les feux rouges, notamment les panneaux de danger, notamment les panneaux d'interdiction. Ils sont de couleur rouge. Donc, en buvant de l'alcool, tu vas être moins enclin à les repérer. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 12. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. La vignette critère permet d'évaluer le niveau de pollution de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les vignettes critères permettent donc d'évaluer le niveau de pollution d'un véhicule. Donc, ce niveau de pollution, il y en a 6. La première, hein, en verte, ça concernera les véhicules
électrique spécifiquement. Alors, grâce à ces vignettes, vous allez pouvoir circuler dans certaines zones, qu'on appelle les zones à faible émission, ou ZFE. Alors, comment ça va se matérialiser? Eh bien, à l'entrée de ces zones, vous allez avoir des panneaux de zone, d'accord, où il y aura marqué circulation restreinte ou ZFE, d'accord. Et regardez bien ce panneau de zone, c'est une zone d'interdiction, c'est-à-dire que vous avez interdiction de circuler. En dessous, vous allez avoir des panonceaux qui vont préciser cette interdiction de zone. Par exemple, si on prend cet ensemble de panneaux, eh bien, la circulation sera restreinte, donc interdite, sauf, quand on regarde le panonceau, pour les poids lourds et les véhicules légers qui ont la vignette 1, 2, 3 et la vignette des véhicules électriques. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Je suis bien placé pour aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement ici, vous voyez, vous êtes dans une voie réservée. Vous voyez les lignes, ce sont des lignes épaisses. Donc vous êtes dans une voie réservée. Alors cette voie réservée, elle s'appelle une voie de stockage. Donc cette voie de stockage, en fait, permet au véhicule de se stocker pour pouvoir aller à gauche à l'intersection. Donc ici, effectivement, je suis bien placé pour aller à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Pour un passager, la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Dans cette situation, ce passager adulte encourt une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire autant pour le passager que le conducteur. Concernant les passagers, alors, il faut bien faire la différence entre les passagers majeurs et les passagers mineurs. Les passagers majeurs ont donc l'obligation de porter la ceinture de sécurité et s'ils ne la portent pas, ils risquent une amende de 135 €. Si c'est un passager mineur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, alors c'est le conducteur qui est considéré comme responsable et le conducteur aura à payer l'amende de 135 €. Dernier cas, si c'est le conducteur qui ne porte pas sa ceinture, alors là c'est différent. C'est une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ici, sur la photo, comme tu le vois, ce passager
adulte n'a pas sa ceinture, donc il encourt une simple amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 16. Question numéro 4. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, déjà la première question. Est-ce que je peux dépasser par la droite? Alors, il faut que vous sachiez qu'il est formellement interdit, sous aucun prétexte, de dépasser par la droite. Donc, on ne dépasse pas par la droite. Donc, à la question « Je peux dépasser par la droite ?» la bonne réponse est la réponse B. Non. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Dans le cas général, oui, on peut dépasser par la gauche. Quand on dépasse par la gauche. Alors, par contre, dans ce contexte, si vous regardez le rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui nous colle, qui est très très proche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser par la gauche. Il va falloir que j'attende que cette voiture me dépasse pour ensuite dépasser par la gauche. Donc ici, est-ce que je peux dépasser par la gauche? La réponse est non. Question numéro 17. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, ce panneau, en fait, t'indique que tu as la priorité seulement à la prochaine intersection. À ne pas confondre avec ce panneau de priorité losange qui indique que tu es sur une route prioritaire. C'est-à-dire que tu as la priorité sur toutes les intersections sur cette route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Je règle le rétroviseur avant de régler mon siège. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la procédure d'installation, tout d'abord, il faudra régler son siège. Ensuite, il faudra régler son volant. Ensuite, régler ses rétroviseurs. Et ensuite, boucler sa ceinture. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Je circule hors agglomération. Je peux dépasser ce cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je le dépasse, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse C, 1,50 m, réponse D, 1 m. Ici, on est dans une situation où, regardez le marquage au sol. On a une ligne blanche, d'accord, avec, dans notre voie, des lignes discontinues. Ça veut dire que le dépassement, il est autorisé. Mais il est autorisé pour des véhicules,
même pour des véhicules. Donc s'il est autorisé pour des véhicules, c'est qu'il est aussi autorisé pour des vélos. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu de ligne blanche pointillée, et juste la ligne blanche, tu aurais eu le droit de dépasser le vélo. Donc ici, on peut dépasser le cycliste. Si je le dépasse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser un intervalle de sécurité. Alors, lorsqu'on est hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 20. Question numéro 7. La consommation d'alcool augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la consommation d'alcool lors de la conduite va augmenter le taux d'accidentologie. Alors, à savoir, lorsque vous êtes à 0,5 g par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 2. Si vous êtes à 0,8, le taux d'accident est multiplié par 10. Et lorsque vous êtes à plus de 1,2 g, la probabilité d'avoir un accident est multipliée par 35. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Cette voiture va A. Tourner à gauche, B. S'arrêter en double fil, C. Se garer. Alors, ici, le véhicule nous donne plusieurs indices. Tout d'abord, on peut voir les feux stop qui s'allument. Ensuite, on peut voir qu'il se place devant un emplacement de parking vide. Ensuite, il met son clignotant et il met ses feux de recul. Donc ici, on a 4 indices qui nous montrent que ce véhicule veut se garer. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Alors, écoute bien la réponse à cette question, parce que c'est une question qui tombe souvent à l'examen du Code de la route Nouvelle Réforme. Alors, lorsque tu es témoin d'un accident avec dommages corporels, tu dois, en premier lieu, protéger, en deuxième lieu, alerter, en troisième lieu, secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. Le pas, c'est un moyen mnémotechnique qui va te permettre de te souvenir de l'ordre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Autorisée
en cas de danger immédiat? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 24. L'indice le plus important étant A réponse A, B réponse B, C réponse C, D réponse D. Alors ici, l'indice le plus important va être en C. Alors pourquoi? Regardez bien, le véhicule en C a mis son feu de recul. Vous voyez en bas, blanc. Donc il est en feu de recul, et il y a de grandes chances pour qu'il ne nous voit pas. Donc ici, l'indice le plus important sera l'indice numéro C. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 25. Il est dangereux de conduire si je prends ce médicament. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous remarquerez qu'au dos des médicaments, il y a des pictogrammes de différentes couleurs qui émettent des recommandations quant à la conduite. Donc, ces pictogrammes sont classés selon des niveaux de dangerosité. Vous avez tout d'abord le pictogramme de niveau 1 qui est jaune et qui nous indique d'être prudent à la conduite. Vous avez ensuite le pictogramme de niveau 2 qui est orange, qui également nous recommande d'être prudent, mais surtout, il nous recommande de ne pas conduire sans avoir pris l'avis d'un médecin. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 3, qui lui nous recommande de ne pas conduire du tout. Et, pour reprendre la conduite, de demander l'avis d'un médecin. Donc ici, comme on peut le voir sur la photo, on est sur un pictogramme de niveau 3. Donc effectivement, ici, il est dangereux de conduire si je prends ce médicament. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 26. Les essuie-glaces doivent être changés. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. Réponse C, une fois par an. Alors la bonne réponse est la réponse C. C'est une fois par an. Question numéro 27. À la sortie du tunnel, j'abaisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors,
Bon, bah ici, on va pas s'attarder parce que c'est dans le cours de la formation, quoi, c'est du cours. Donc effectivement, à la sortie d'un tunnel, on a une différence de luminosité. Donc, on abaisse le pare-soleil. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, pour répondre à cette question, il faut savoir dans quel type de route tu roules. Et pour ça, il faut bien connaître son code de la route. Comment savoir sur quel type de route je roule en général? Eh ben, on regarde les marquages au sol. Qu'est-ce qu'on voit sur les lignes de rive à gauche? Ben, on voit des lignes de rive qui sont des traits pointillés. Qu'est-ce que ça nous indique? Bah, ça nous indique qu'on n'est pas dans un sens unique. Si la ligne, elle avait été une ligne continue, ça veut dire qu'on est sur une voie à sens unique et j'aurais pu dépasser tranquillement. Là, on est sur une route à double sens de circulation. Donc, si je double là, avec très peu de visibilité, comme vous voyez bien, on a très peu de visibilité. Si je double, il y a une probabilité pour qu'une voiture arrive en sens inverse. D'accord? Donc ici, je ne peux pas dépasser de véhicule parce que je suis sur une route à double sens de circulation. Si j'avais été sur une route à sens unique, là j'aurais pu dépasser. Hein? Peu importe la visibilité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. J'ai la priorité, donc je dépasse le tracteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on a un panneau qui nous indique qu'on a la priorité à la prochaine intersection. On a en face de nous un véhicule lent. Cependant, vous voyez là, il y a deux choses en fait. Il y a une petite camionnette jaune qui arrive à une intersection. Et comment on sait que c'est une intersection? Il y a une balise. Vous voyez la balise blanche avec le trait rouge? Ça, c'est une balise d'intersection. Donc ici, vu qu'on a une intersection, on va pas dépasser le tracteur. On dépassera le tracteur après l'intersection. Donc ici, j'ai la priorité, donc je peux dépasser le tracteur. Non, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. L'indicateur de vitesse est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question donc de cours. Donc je vous invite à aller vous former pour pouvoir répondre à ces questions. Donc la réponse est oui, l'indicateur de vitesse est bien obligatoire dans une voiture. Question numéro 31. Je place ces bagages. Réponse A, sur le siège arrière. Réponse B, dans le coffre. Pour des mesures de sécurité, il est préférable de placer ces bagages dans le coffre. Pourquoi?
Parce que dans le siège arrière, si vous freinez brusquement, en fait, votre bagage pourra en fait devenir un projectile. C'est la même chose pour tout ce qui est tous les objets, on va dire, petits et lourds. Par exemple, une bouteille d'eau, un marteau, une perceuse. Il est vraiment déconseillé de mettre ça sur le siège arrière parce que si vous freinez brusquement, ben, ce sera un projectile. Ça deviendra un projectile. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B dans le coffre. Question numéro 32. À bord de mon véhicule, la carte d'immatriculation est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à bord d'un véhicule, il est obligatoire d'avoir certains documents. Tout d'abord, le permis de conduire, qui est obligatoire. Ensuite, la carte d'immatriculation du véhicule. Et enfin, une preuve du contrôle technique. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve de votre assurance, car depuis 2024, la police est connectée au fichier des véhicules assurés, dit FVA, et ils peuvent donc vérifier directement avec votre numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord, les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Pour remplir le réservoir de liquide de refroidissement, je débouche le bouchon noir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le bouchon du liquide de refroidissement est celui qui est noir. Concernant le bouchon bleu, c'est le bouchon du réservoir du liquide de lave-glace. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. La pollution atmosphérique peut être réduite en pratiquant le covoiturage et l'écopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le covoiturage et l'écopartage vont réduire le nombre de véhicules en circulation. Par conséquent, réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Je désactive le régulateur de vitesse en appuyant sur la pédale de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, comment fonctionne un régulateur de vitesse? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert, ici 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Question numéro 10. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores. B. De diminuer la pollution. C. De supprimer tout risque d'accident. Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 38. Ce véhicule gris vient de franchir le feu rouge. Il encourt une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il encourt un retrait de points. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Alors, bien sûr, là, c'est une question évidente. Lorsque vous grillez un feu rouge, vous encourez une amende de 135 € et également un retrait de 4 points sur votre permis de conduire. Hein, c'est une infraction, enfin, c'est une contravention
de 4e classe. Bon, en plus d'encourir une amende et un retrait de points, ben, il encourt aussi un accident, hein. Ça faut pas l'oublier. D'où le fait de ne jamais griller un feu rouge. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 39. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les passagers situés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers d'un véhicule. Le passager contrevenant encourt une contravention de classe 4 et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 40.
J'anticipe un écart du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, c'est vraiment une question de cours qu'on a vu d'ailleurs plusieurs fois. Et je vous encourage à vous former, à aller dans la formation. Donc, on a mis en place une formation, une plateforme en ligne pour vous former au code de la route. Il y en a réellement pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. C'est très complet. Je peux que vous conseiller de vous former. Ici, bah, effectivement, on va parler des zones d'incertitude. Ici, des cyclistes, notamment. Donc, les cyclistes ont des zones d'incertitude beaucoup plus grandes que celles d'une voiture. Donc, ici, effectivement, j'anticipe un écart de cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.